En fait, j'ai fait un master en études européennes, donc comme certains de nos étudiants en IFE, je me suis intéressée aux sociétés européennes, mais aussi au système politique européen. Et dans le cadre de ce master, j'ai fait assez vite un constat qui me paraissait intriguant. C'est qu'en fait, moi, j'étais passionnée par mes études, ou en tout cas autant qu'un étudiant peut l'être, et je me rendais compte aussi qu'autour de moi, mes amis, ma famille ne parlaient pas ou très peu d'Europe, ou en tout cas de l'Union européenne, comme on était en train de la dessiner institutionnellement. Pourquoi est-ce que finalement des Européens qui évoluent, qui vivent dans cette Union européenne qui leur donne toute une série de droits, d'opportunités, bah, finalement s'intéressent très peu à l'Union européenne quand on arrive à en parler de manière politique. Donc, pour le dire très concrètement, ma question au départ, c'était pourquoi est-ce que les gens ne s'intéressent pas à l'Union européenne? Et donc, pour y répondre, j'ai fait partie d'un projet de recherche collaboratif qui, en fait, réunissait Sciences Po Paris, l'Université d'Oxford et l'Université de Louvain, où moi, je faisais ma thèse à ce moment-là. Et en fait, on a réalisé dans ces 3 pays des focus groups. Donc, c'est des entretiens collectifs où on demande à des citoyens tout à fait ordinaires de parler d'un sujet. Et on les a fait parler de l'Union européenne. Et donc, j'ai analysé ça pendant plusieurs années pour en fait essayer de comprendre les ressorts de ce que moi j'ai appelé de l'indifférence envers l'Union européenne. Et en fait, ça m'a amené assez rapidement à considérer plus largement la question démocratique, une vraie indifférence envers tout ce qui était politique. Et à mesure que l'Union européenne devenait politique, on voyait aussi cette indifférence prendre le pas chez une partie des citoyens. Alors, ce qui était intéressant pour moi à ce moment-là, c'est que j'amenais cette perspective à un moment où on parlait déjà, c'était en 2005-2006, on parlait déjà beaucoup d'euroscepticisme, et il me semblait qu'en focalisant l'attention uniquement sur ceux qui rejetaient l'Union européenne, on passait à côté aussi de ceux qui n'avaient jamais éprouvé de sentiments forts, qu'ils soient positifs ou négatifs envers l'Union européenne. Et ça m'intéressait aussi de leur donner une voix, de comprendre qui ils étaient. Et je pense que dans justement le débat aujourd'hui démocratique, c'est essentiel. Il y a ceux qu'on entend fort, il y a ceux qu'on voit, et puis il y a cette masse qu'on essaie de comprendre et qui est aussi intéressante. Et donc là, c'était ça l'objectif de mes recherches. Finalement, le rapport à l'Europe n'était qu'un rapport aux politiques, n'était qu'un rapport à la démocratie plus large. Et en fait, à ce moment-là, donc là, on est plutôt en 2010-2011, il se passe pas mal de choses dans le monde, en fait. Il commence à y avoir un tournant qu'on a qualifié par la suite de populiste. On voit qu'il y a dans beaucoup de pays des choses qui se passent. Donc, on a les indignés en Espagne qui vont arriver un peu plus tard. On a aussi l'élection de certains leaders politiques ou de partis qualifiés de populistes. Et donc, je me suis dit que ce que moi, j'avais pu observer au niveau de l'Union européenne, finalement, n'était qu'un reflet de tendances qu'on pouvait constater plus largement. Qu'est-ce que finalement ces citoyens qui sont soit désenchantés, soit distants, aliénés, donc il y a toute une littérature qui les qualifie très souvent de manière pas très positive d'ailleurs, comme si c'était des mauvais citoyens finalement. Et donc j'ai remporté un projet de recherche qu'on appelle une European Static Grant qui visait justement à comprendre ces dynamiques d'érosion démocratique et en fait de le faire justement par le prisme de la comparaison nationale en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il y a de commun en fait entre un mouvement comme les Gilets jaunes en France aujourd'hui et le vote pour Trump en 2016. Donc c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui finalement, au-delà des différences nationales, fait qu'aujourd'hui on retrouve des réalités qui certes sont différentes, mais qui ont aussi des mécanismes sous-jacents communs. Et donc ce projet, on le mène aujourd'hui, donc il a commencé en 2017, il terminera en 2022, et il compare la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis. Et les États-Unis nous servent justement de contrepoint pour essayer de saisir en quoi ce qu'on observe serait spécifiquement européen ou est-ce qu'on a aussi des tendances plus générales. On a commencé par les pays européens pour une question aussi d'accès aux données qui était plus facile. Et aujourd'hui, on est en train d'ajouter des entretiens qu'on réanalyse aux États-Unis. Et on a un chercheur qui travaille avec nous qui est de l'Université d'Arizona. Et en fait, ce qu'on essaye maintenant de véritablement voir, c'est en quoi les tendances dont je vous parlais, des tendances qui seraient communes,
peuvent aussi être liées à des éléments contextuels plus généraux, comme par exemple la néolibéralisation. Et là, les États-Unis nous servent véritablement à comprendre, puisque les États européens se sont transformés économiquement, certains de manière plus avancée que d'autres. Et donc là, les États-Unis sont un peu, de nouveau, un microscope qui nous permet de voir en fait si ce qu'on observe en Europe serait lié ou pas à ce néolibéralisme. Et donc, on a des premiers éléments qui sont assez intéressants sur justement les processus d'individualisation. Donc, le fait que en fait, les gens se désintéressent aussi de la politique parce qu'on en a fait une responsabilité individuelle. Donc, si je donne un exemple très concret qu'on retrouve dans nos enquêtes, c'est par exemple le fait que dans les pays européens, les droits, par exemple, sociaux, les droits au chômage en particulier, sont devenus de plus en plus une question de responsabilité individuelle davantage que l'État qui devrait en fait donner un droit au chômage à tous ses citoyens. Ben, aujourd'hui, c'est si on a un bon travailleur, un bon citoyen, si on cherche un emploi, on aura alors droit au chômage. Et donc, le fait de changer la manière dont on définit qui a droit et qui est un citoyen, eh ben, on modifie aussi le rapport à la politique. Un des éléments qui va être essentiel, c'est l'expérience en fait de la situation. C'est-à-dire si on a été touché, si économiquement ça a eu une influence ou pas. Et ce que la Covid finalement modifie très largement, c'est qui est touché en fait. On sait que ça renforce des inégalités, mais on sait aussi qu'il y a toute une série de personnes qui n'étaient pas normalement touchées par une série de difficultés qui vont l'être. Je pense à des catégories, notamment nos étudiants par exemple, qui sont toute la jeunesse aujourd'hui est touchée. Alors certes, ceux qui sont dans des situations économiques plus compliquées seront touchés davantage, comme c'est souvent le cas, mais ça n'empêche qu'il y a toute une série de personnes de différents backgrounds aussi qui vont être touchées par cette situation. Donc l'expérience va être essentielle pour comprendre ça. Et puis la deuxième chose que nous, on va essayer de faire en tant que politiste ou sociologue du politique, c'est justement de remettre ça dans un contexte plus large où en fait la crise, elle arrive dans un contexte qui était déjà marqué par ce que j'ai pu vous décrire avant, par une situation de désenchantement démocratique pour une partie de la population, par une situation de méfiance qui existait déjà avant, que ce soit envers les politiques ou les experts. Et donc, tout ça sera à comprendre aussi dans une perspective dynamique de pas juste cette crise, mais en fait ce qu'elle ajoute ou ce qu'elle transforme par rapport à des situations qui étaient déjà problématiques. Ce qui est assez fascinant même dans les élections américaines, c'est plusieurs choses. C'est la première, c'est l'incapacité, comme on l'a vu, à prédire le vote, qui est normalement quelque chose où la science politique a largement contribué à cela, avec une série de déterminants qui soient de nouveau individuels, structurels, conjoncturels, a permis au cours des dernières années à des instituts de sondage de quand même modéliser le vote et d'arriver à prédire avec plus ou moins d'acuité. Et là, une fois encore, ou même une fois de plus, on arrive à une situation où en fait le vote est très peu prédictible. Alors c'est à la fois dû à une méconnaissance, et donc là les sciences sociales ont un rôle à jouer justement, et ça me renvoie à ce qu'ont été mes travaux au départ, c'est de dire en fait c'est une partie de la population sur laquelle on sait très peu de choses. Et ça c'est un des enseignements des élections américaines, c'est qu'il y a eu une très forte mobilisation. Et il y a eu aussi une très forte mobilisation de personnes qui ne vont pas normalement voter et dont on sait très peu quels sont les ressorts de leur vote. Et donc ça, c'est la première des choses qui est intéressante du point de vue de ma discipline, c'est ça donne un champ à réinvestiguer, à comprendre, notamment dans le cadre de nouveau tout ce qui est dénommé populisme, que moi, je n'utilise pas nécessairement trop encore dans mes travaux, parce que c'est très politiquement connoté. Mais ça serait le premier enseignement de ces élections. Le deuxième, c'est aussi ce qu'on appelle la légitimité. Donc, c'est savoir pourquoi on obéit. Pourquoi est-ce qu'on accepte des décisions. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette légitimité, elle est de plus en plus remise en cause. C'est-à-dire que la plupart de choses qui paraissaient totalement fondamentales dans nos démocraties occidentales sont aujourd'hui de plus en plus remises en cause par des démocraties libérales. Et la norme démocratique est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui à saisir.
Et là, je pense que l'élection américaine le montre, puisqu'on est face à vraiment des discours qui ne sont plus que des discours sur qui a gagné, qui a perdu, mais en fait, comment est-ce qu'on gagne, comment est-ce qu'on perd une élection, qu'est-ce que ça signifie un vote, et donc tout ça est vraiment aussi très, très important à comprendre. Il y a d'autres pays démocratiques qui ont connu des moments comme ça récemment où un système est remis en cause. Donc, si je parle de mon propre pays, la Belgique, on a énormément aussi de discussions aujourd'hui par des citoyens qui se disaient peu intéressés par la politique sur le fait qu'on a trop de niveaux de gouvernement, qu'on a trop de ministres de la Santé en ce moment, que ces politiciens ne servent à rien. Donc, c'est des choses qui se... Voilà, c'est vraiment la norme démocratique qui est en train de changer dans pas mal de pays. C'est ça qui est intéressant à comprendre, à mon avis. La question de la globalisation, en fait. Comment tout ça est en train de modifier le rapport aux politiques aussi. Je pense vraiment que ça va avoir un impact aussi sur le rapport à la démocratie, sur le rapport aussi sur les votes, en fait, sur les partis qui vont émerger, sur ce genre de choses. Et donc, ça, c'est une des perspectives qui m'intéresserait de creuser à l'avenir, au-delà de continuer ce gros projet de recherche et d'essayer de comprendre ce qui n'est pas une mince affaire, ce qui se passe aujourd'hui pour toute une série de citoyens, avec, comme je l'ai dit, et je voudrais vraiment insister là-dessus, aussi un vrai intérêt pour des citoyens qui sont dans des situations très souvent de précarité, de vulnérabilité, et donc d'essayer de comprendre quels sont les ressorts d'une série de choses qui se passent aujourd'hui et de ne pas voilà, juste les qualifier d'aliénés politiques ou les qualifier d'insatisfaits, ou ça me paraît un peu trop court pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. On commence toujours le cours par un débat, et c'est eux qui choisissent, ça doit avoir un lien avec l'Union européenne, et c'est eux qui choisissent le thème. Et donc ça, c'est vraiment un moment qui, pour moi, est important, parce que ça me permet de voir ce qui les intéresse, mais aussi leur vision, en fait, de l'Union européenne. Alors, par rapport aux étudiants que j'ai pu encadrer pour leur mémoire ou pour leur stage, vraiment, ils amènent autre chose que juste une discipline. Par exemple, j'ai eu quelques étudiants en stage qui avaient un background plutôt en mathématiques, en statistiques, en informatique. Et donc, c'est vrai que c'est des choses c'est des profils qu'on ne trouve pas en fait encore en Belgique, parce que ce système de mineurs et de majeurs vient seulement de rentrer dans le système d'éducation. Et puis, bah, ça, je pense que leur démarche parle pour eux, de venir en Belgique, de venir en Europe. Bah, c'est des étudiants qui sont intéressés. Et très souvent, les gens qui sont intéressés sont intéressants aussi, parce que ça permet des échanges voilà, beaucoup plus bah, oui, constructif, intéressant. Donc, ça,